par une de mes étudiantes de licence. Je tiens à la remercier de m'avoir donné l'occasion de faire le premier titre clickbait de cette chaîne. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de phallus dans l'art paléolithique. Quelques représentations de personnages ichthyphalliques sont connues pour le paléolithique. Nous citerons pour mémoire la figure anthropomorphe de la grotte de Lascaux, mais également celle du site de Foscoa au Portugal. On trouve également de nombreux phallus en ronde-bosse, majoritairement exécutés en MDA, c'est-à-dire en matière dure animale, le bois, la corne, l'os, etc. On pourra citer cet exemple retrouvé dans l'abri de Blanchard, ou encore le très célèbre bâton percé de la gorge d'Enfer. Il en existe également en pierre, le plus célèbre étant probablement le pendentif de Saint-Marcel. La littérature de vulgarisation relaye allègrement l'hypothèse de Godemichet préhistorique. Et chaque année, vous êtes extrêmement nombreux à m'exprimer votre étonnement car vous ne retrouvez pas cette hypothèse sous la plume des préhistoriens très souvent. Ceci tient probablement au fait que les anthropologues sont régulièrement confrontés à des artefacts phalliformes sans qu'aucune fonction masturbatoire ne leur soit associée. De plus, l'archéologie historique fournit des exemples de représentations phalliques qui sont des symboles de fertilité ou des figures apotropaïques totalement détachées de la pratique de la sexualité. Dans le monde romain, par exemple, les phallus sont omniprésents mais n'ont rien d'érotique. Cyril Dumas les qualifiera même de trèfle à 4 feuilles. Ils sont juste des porte-bonheur religieux associés à la divinité Priape. Attention donc, toutes les boutiques de Pompéi qui portent des personnages ichthyphalliques sur leurs enseignes ne sont pas forcément des maisons closes. Mais revenons à la préhistoire. Si l'hypothèse des Godemichet persiste, c'est peut-être parce qu'elle est régulièrement reprise par des articles médicaux sérieux. Mais il faut bien avoir conscience que si certains archéologues ont tendance à vouloir voir du symbolique partout, c'est l'inverse chez les médecins qui veulent à tout prix trouver des explications rationnelles aux représentations picturales. Ils ont dans ce sens commenté les représentations génitales masculines sous le prisme de l'anatomie et de la pathologie. Par exemple, les motifs géométriques sur les phallus de la gorge d'Enfer ont été vus comme des scarifications ou des tatouages péniens. Nous avons vu précédemment que le tatouage était déjà pratiqué pendant la préhistoire. Cette hypothèse est donc parfaitement recevable. Cependant, il ne faut pas négliger l'hypothèse de simples dessins sur l'épiderme, voire l'ajout d'une ornementation qui ne correspondrait pas du tout à la réalité physique. Dans la même mouvance, les médecins ont voulu voir sur la figure anthropomorphe de Foscoa la représentation d'un phimosis. Le phimosis, c'est une étroitesse anormale de l'extrémité du prépuce qui empêche le décalotage du gland. Là encore, c'est une hypothèse à envisager, mais beaucoup d'autres pourraient être soulevées. Et la première pourrait être une maladresse de l'exécution du trait, si l'on juge la facture générale de la figure. Bref, manifestation d'un érotisme antédiluvien, porte-bonheur, représentation d'un géniteur mythologique, ou encore simple grivoiserie paléolithique, les phallus préhistoriques n'ont pas fini de faire parler d'eux.